Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau webinar, un nouveau webinar qui s'inscrit dans le cycle dans ce cycle dédié aux masses ovariennes et à leur étude échographique. Nous avions vu lors de la première série la méthodologie de l'examen de l'ovaire et nous avons la chance d'avoir à nouveau le docteur Jean-Marc Levaillant qui va pouvoir nous éclairer de son expertise sur l'étude échographique du bénin organique. Donc je vais laisser la main au docteur Jean-Marc Levaillant pour ce webinaire. Je vous souhaite un très très bon webinaire et on se retrouve à la fin ensemble pour les questions-réponses. Merci. Donc on est dans le deuxième épisode de la série ovaire et on va parler des masses bénignes. Et évidemment, pour parler des masses bénignes, ça sous-entend qu'il faut connaître tout le vocabulaire et tout le lexique qui va avec. Donc ça sera peut-être un petit peu laborieux à certains moments du topo, mais je pense que c'est très important parce que ces bases-là vont déterminer le prochain webinaire aussi sur les masses malignes. D'abord, un brin d'épidémiologie, si vous le voulez bien, mes amis. On appelle ces tumeurs des tumeurs ovariennes présumées bénignes, hein, c'est comme ça qu'on les appelle en français, les TOPB, avec une prévalence, vous voyez, de 14 à 18% chez les femmes ménopausées. Et bien sûr, c'est important parce que c'est chez ces femmes-là qu'on va également chercher le plus souvent les pathologies cancéreuses. Et puis, il y a un problème de santé publique. Les derniers chiffres datent d'il y a 5-6 ans. Il y a 45 000 hospitalisations en France quand même pour ces tumeurs ovariennes présumées bénignes. Un prérequis, avant toute chose, avant de commencer les images. Le cancer de l'ovaire, c'est la première cause de décès par cancer gynécologique. Et bien entendu, c'est un cancer extrêmement dangereux et c'est la huitième cause de cancer chez la femme. Donc, en filigrane, à chaque fois qu'on va trouver une masse ovarienne, il va falloir être quasi certain qu'elle n'est pas maligne avant de la qualifier de bénigne. Alors, vous savez que certains critères sont associés à l'augmentation du risque de cancer, comme la nulliparité, les règles précoces, la ménopause tardive, l'âge bien sûr. Mais sachez aussi que chez les femmes qui utilisent une contraception orale, qui ont eu des grossesses, l'allaitement, on a parlé aussi de la ligature des trompes, dans certains articles, ne sont absolument pas associés à une diminution du risque de cancer de l'ovaire. Les enjeux de la prise en charge, eh bien, c'est améliorer le diagnostic en échographie. Améliorer le diagnostic en échographie pour augmenter la détection des masses annexiales. Bien évidemment, il va falloir stratifier et stader le risque de malignité et de bénignité, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, de cette masse ovarienne. On va parler principalement de la classification du IOTA, qui est le groupe international européen qui s'est chargé depuis maintenant l'année 2000, depuis 20 ans, de classifier ces masses. Et un certain nombre de centres français sont partie prenante de quelques enquêtes de ce IOTA. Et ce qui est très important à souligner, c'est que, en fait, pourquoi apprendre ce vocabulaire, pourquoi classer ces masses ovariennes avec un langage extrêmement rigoureux et pragmatique, c'est parce que ça va éviter d'envoyer en IRM d'abord des patientes qui ne sont pas à risque, qui sont à très bas risque. Et ça va permettre d'autre part, d'adresser en IRM les patientes à risque intermédiaire ou à haut risque de malignité. Ça évitera les IRM inutiles. Les objectifs finaux de cette prise en charge, eh bien, c'est de reconnaître les cancers ovariens. Donc, pourquoi les reconnaître? Parce que, on le verra le 10 juillet, ça permet de les envoyer dans un centre de référence et de ne pas perdre de temps. Ça permet également d'éviter des opérations inutiles. Une chirurgie pour une tumeur bénigne chez une femme jeune, si cette tumeur bénigne est vraiment déclarée bénigne par les examens complémentaires, en particulier l'échographie, et qu'elle est asymptomatique, il n'y a pas lieu de faire des examens comme une célioscopie par exemple. Enfin, chez les femmes jeunes, dépister tôt, c'est important parce que, évidemment, il y a un enjeu de préservation de la fertilité. Je vous passe très rapidement ce tableau qu'on reverra tout à l'heure pour vous montrer que, avec des critères bénins ou malins,
du iota, et on va aujourd'hui étudier les critères bénins. On peut ainsi passer du vert au rouge, et lorsque l'on se situe, vous voyez, dans le vert, c'est-à-dire où il n'y a aucun de critères malins, mais des critères bénins dans l'analyse de nos kystes ovariens, eh bien on est dans un très bas risque ou dans un bas risque, et on peut se passer d'examens complémentaires. C'est une étude de l'American Journal de 2015. Les enjeux de la prise en charge, ça va des kystes bénins aux tumeurs frontières de l'ovaire et au cancer de l'ovaire. Eh bien sûr, ça va d'une surveillance simple à une chirurgie de plus en plus complexe dans les cancers de l'ovaire ou dans les tumeurs frontières de l'ovaire. Donc il y a une morbidité de la chirurgie, bien sûr, et des complications iatrogènes. Il est donc très très important de comprendre le langage et le lexique de ces kystes bénins. Plusieurs modèles prédictifs sont encore utilisés. Le RMI, le risque d'index de malignité n'est plus utilisé, celui de 1990, mais le ROMA est encore utilisé. Moi-même, dans notre groupe, on l'utilise. C'est l'algorithme du risque de malignité dans l'ovaire. C'est le CA125, mais associé à l'H4 et au statut de la ménopause. Alors vous voyez que ce test ROMA ne prend pas en compte du tout l'échographie. C'est pour ça que c'est très intéressant de ne pas le négliger, parce que en cas de difficulté dans l'analyse d'une tumeur ovarienne bénigne, eh bien, on pourra aussi s'appuyer sur ce test biologique et sur l'âge de la patiente. En particulier l'H4, qui est beaucoup plus spécifique des tumeurs que le CA125. Un mot sur ce groupe international d'analyse des tumeurs. Il a été fondé maintenant, vous voyez, il y a plus de 20 ans. Il a utilisé une très large cohorte de patientes, et on va utiliser cette cohorte de patientes pour analyser les masses ovariennes. Et le but principal, c'était de développer, de valider une méthode qui permettait de poser un diagnostic avant la chirurgie. La première étape, c'était de développer une terminologie standardisée. Alors, cette terminologie, il y a un consensus là-dessus. Les lésions de l'annexe qui sont compatibles avec une physiologie normale, on l'a vu la dernière fois, comme le corps jaune, c'est différent d'une lésion ovarienne. On n'en parle plus. On n'est plus du tout dans les critères du iota, on est dans la physiologie normale. Parlons maintenant des masses déterminées. Alors, les corps jaunes hémorragiques, déjà, font partie des masses à analyser parce que, de temps en temps, elles posent des difficultés diagnostiques. Les kystes hémorragiques, les endométriomes et les kystes dermoïdes. On va les regarder, on va les analyser. Voilà un corps jaune hémorragique, donc une structure à fin pictée hyperéchogène, plus ou moins structurée dans son image interne, avec une granulosa autour qui est vide de Doppler, et puis une couronne vasculaire en périphérie, ici, que vous voyez là, et qui signe la bénignité et l'aspect très fonctionnel de ce corps jaune hémorragique, d'autant qu'il n'y a aucun signal Doppler dans sa structure interne, nous l'avons vu la dernière fois. Voilà d'autres images de kystes hémorragiques, passons très vite. Et puis, il y a l'endométriome, qui est un kyste organique, extrêmement courant. C'est pour moi ce que j'appelle la masse sentinelle, le kyste sentinelle d'une endométriose plus globale. Ça peut être bien entendu tout à fait isolé, mais n'empêche que c'est quand même notre sentinelle, notre indicateur le plus facile à trouver pour les échographistes de dépistage, et qui vont nous mettre sur la piste éventuellement d'une endométriose plus complexe. Alors, ces structures se situent en général dans un parenchyme ovarien quasi normal. Il est souvent situé au milieu du stroma avec en périphérie une folliculogénèse qui est en général absolument pas diminuée par cet endométriome. On ponctionne souvent en PMA des patientes qui ont des kystes d'endométriose, mais qui ont une folliculogénèse tout à fait correcte pour être enceintes. Ces kystes présentent, voyez, une structure liquidienne à fin pictée hyperéchogène. Ça, c'est le phénotype caractéristique d'un endométriome. Donc, c'est un premier diagnostic à évoquer devant cette image, à paroi nette, sans végétation, sans logette, sans rien du tout, un endométriome.
Et puis ces endométrioses ovariennes peuvent vieillir. Et là, vous voyez sur l'image en haut à gauche des spots hyperéchogènes qui sont des espèces de concrétions fibreuses. Vous avez des concrétions denses, comme des pseudo-végétations en haut à droite. Mais voyez la différence avec une végétation plus inquiétante, c'est qu'il y a un halo hypoéchogène en périphérie et qu'entre la paroi du kyste d'endométriose et la végétation, et cette concrétion, eh bien, il y a une image qui permet d'affirmer qu'il n'y a pas de pédicule tissulaire. Et puis il y a des bords festonnés, des bords internes et des bords externes festonnés en bas à droite, qui sont là aussi le signe d'une endométriose qui devient beaucoup plus dense, beaucoup plus solide. Enfin, il y a des anomalies de position des organes génitaux, et là l'œil est tout à fait attiré par cette malposition assez basse des deux ovaires. Ils sont presque dans l'horloge anatomique, mais attirés plus vers le bas. Vous avez l'image transversale de l'isthme utérin, et vous avez toute la partie blanche qui est située comme une paroi autour de cet isthme, cette partie hyperéchogène, blanche, on dirait du tissu, de la ficelle, et c'est une toile. Et bien ça, c'est les ligaments utérosacrés très épaissis, ainsi que le torus qui se situe au milieu. C'est toute la zone hyperéchogène et blanche, avec ces deux ovaires qui sont associés donc à ces épaississements du torus. Voilà des images d'interposition entre deux endométriomes qui sont l'ovaire. Donc les deux ovaires sont, vous voyez, accolés l'un à côté de l'autre. Et puis au milieu, vous avez une anse sigmoïde qu'on perçoit bien, qu'on visualise bien, parce qu'elle est fixe. Vous pouvez bouger la sonde très doucement, parce que c'est en général des zones douloureuses où la main abdominale peut faire des petits mouvements sur le ventre, comme je vous l'ai dit la dernière fois. L'anse ne bougera pas, elle va rester là, et elle est accolée à ces deux structures d'endométriose. Voilà, regardons ce qui se passe en vidéo. On prend toujours l'organe central, l'utérus, on passe ici sur le ligament large et les gros vaisseaux, et sur l'ovaire, on retrouve une couronne folliculaire et un endométriome, vous voyez, tout à fait caractéristique, ici, avec là, les follicules en couronne. Le Doppler, n'oubliez jamais le Doppler dans ces tumeurs bénignes, ne prend pas à l'intérieur d'un endométriome, mais pour cause, il n'y a absolument aucun vaisseau. Là, on se retrouve dans le ligament large, les vaisseaux, les veines et l'artère utérine. On passe de l'autre côté et on peut visualiser là, d'abord un ovaire avec des follicules, une image d'endométriome à gauche et une image de petit kyste paratubère à droite, vous voyez, qui est tout à fait mobile par rapport à l'utérus. Dans les masses déterminées, celles qui vont sortir de la classification IOTA, parce qu'elles ont, je vous répète encore, un phénotype tout à fait caractéristique, il y a ces énormes kystes dermoïdes qui peuvent être difficiles à voir, car ils sont en général englobés dans les masses les anses intestinales, et cette masse, vous voyez, et ne prend pas le Doppler non plus. Importance du Doppler ici, elle est en général hyperéchogène, avec des images filaires, ce sont des cheveux, des images hyperéchogènes denses, plus blanches, c'est de la graisse, puis des images anéchogènes, c'est de la flotte, c'est des kystes dermoïdes, mais des très gros kystes dermoïdes. Et puis vous avez ces petites inclusions dermoïdes du kyste de l'ovaire. Donc ces petites inclusions sont à contours extrêmement nets, sont situées dans le stroma ovarien. Vous voyez, j'ai fait un mode TUI, j'aime beaucoup utiliser le mode TUI dans le plan C en bas à droite. Ça permet d'avoir tous les 2 mm ou les 3 mm en fonction de la distance que vous choisissez, cette régularité hypoéchogène, vous voyez, des contours, cette espèce de plan de clivage qu'il y a entre ce dermoïde et le parenchyme ovarien, et puis tous ces follicules en périphérie qui sont très rassurants sur le potentiel, le capital folliculaire.
Donc, ces kystes dermoïdes, ici, là aussi, c'est une coupe épaisse. Donc, mode coupe épaisse, utilisez-le souvent dans les ovaires. C'est un mode qui permet de bien visualiser les contours, en particulier. Vous voyez que c'est une image hyper écogène, très homogène, absolument bien contourée par rapport au tissu ovarien périphérique. Voilà d'autres images, là aussi, d'inclusion dermoïdes. Je les appelle comme ça parce qu'elles sont, on dirait vraiment une image incluse, comme un noyau, et qui ne gêne pas, encore une fois, le tissu périphérique et la folliculogénèse. Voilà deux images de kystes dermoïdes plus volumineux, avec un aspect un peu plus atypique. Mais vous voyez, en tout cas, pas du tout de l'endométriose pour ces images hyperécogènes. Il y a une endométriose à droite, vous voyez, une inclusion d'endométriose à droite, mais l'ovaire lui-même, les deux ovaires d'ailleurs, sont extrêmement mobiles. Les mouvements que vous faites à la pression de la main abdominale vous permettent de voir par voie vaginale que ces deux ovaires sont totalement séparés et qu'ils ne collent pas à l'utérus. Voilà une autre image de kyste dermoïde, donc un balayage de l'utérus, puis découverte donc d'un ovaire avec beaucoup de petits follicules et une image hyper écogène, blanche, mal définie, presque à l'extérieur, sur le bord externe de l'ovaire. Ben, c'est tout simplement, vous voyez ici, un kyste dermoïde. Le voilà. Vous voyez, les contours sont relativement nets, mais l'aspect est déjà un aspect de kyste dermoïde pilosébacé. Alors, dans le consensus que nous utilisons, que nous écoutons dans nos comptes rendus, tout ce qui est nodule blanc du kyste dermoïde, tout ce qui est caillot, n'appartiennent pas aux composantes solides. Ça, c'est très important à retenir. Pourquoi? Parce que là, on va parler maintenant des masses indéterminées. C'est pour ça que je vous ai sorti toutes ces structures de kystes qui sont déterminées. Et on va essayer de maîtriser le lexique. Le lexique, je rappelle que c'est la définition d'un dictionnaire d'une catégorie spécialisée en français. Alors, ce lexique, eh bien, ça fait partie d'un consensus, là aussi, d'études du IOTA, et on va parler de composantes solides. Composante solide, c'est une structure qui a une haute écogénicité, à droite, vous voyez, avec une image de vacuole anécogène. Ça, c'est une composante solide. Dans les caillots, on n'est absolument pas dans une composante solide. Le Doppler est négatif en général. Il est le plus souvent positif dans les composantes solides, donc utilisation du Doppler. Mais sachez qu'un Doppler négatif ne peut pas éliminer une masse maligne. Il faut aller plus loin, et en particulier on ira sur l'IRM. Deuxième mot à savoir, à connaître, c'est la projection papillaire. Donc c'est une protubérance solide, la paroi du kyste, dans une cavité kystique qui est supérieure, donc ou égale à 3 mm. Vous voyez cette structure solide de la paroi, cette petite excroissance à droite, eh bien, on ne peut en parler comme d'une protubérance solide si elle est supérieure ou égale à 3 mm. C'est une définition extrêmement précise. Je vais vous remontrer une image d'irrégularité de la paroi. Donc là, on est dans la paroi interne. Là, voilà, vous voyez. Eh bien, sur cette paroi interne, vous voyez de toutes petites structures de papillarité. C'est moins de 3 mm. On est dans une simple irrégularité de paroi. Si on mettait le Doppler, ça ne prendrait pas. On ne peut pas faire rentrer ces structures dans les composantes solides. Et c'est très important pour le pronostic et pour l'analyse de la structure. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le septum complet. C'est le troisième mot à savoir. Vous pouvez vraiment le retenir lui aussi et le prendre en note. Ce septum complet, c'est une fine membrane de tissu qui va d'une surface de kyste à l'autre et dans tous les axes. Et c'est là que c'est intéressant d'utiliser, comme je vous ai montré là, le plan C en haut, enfin sur l'image de droite. Pourquoi? Parce qu'avec le bouton du front de bac, pour aller et venir dans le kyste, eh bien, dans le plan C, vous pouvez naviguer dedans et vous avez donc en permanence des images jamais incomplètes.
on appelle ça un septum complet. Et puis vous avez les septums incomplets, c'est ces fines membranes qui évoquent immédiatement, lorsque vous êtes sûr qu'il est dans tous les plans, aussi utiliser le triplan, utiliser le plan C, etc. Et quand vous êtes sûr qu'il ne va pas jusqu'à la paroi opposée, c'est le plus souvent des hydrosalpinx, et on est dans les diagnostics différentiels des kystes de l'ovaire. La suite du lexique, c'est définir 5 types de lésions. C'est pour ça que je vous ai défini le solide d'abord, parce qu'autrement, on arrive à confondre uniloculaire, liquide et solide. Donc là, on est dans 5 types de lésions. Vous allez parler, quand vous analysez une image échographique et quand vous allez donner la conclusion, d'un kyste uniloculaire, d'un kyste uniloculaire solide, d'un kyste multiloculaire solide et d'une masse solide. Voilà, c'est simple, ce lexique se résume à ces 5 types de lésions. L'uniloculaire, un seul locus, on appelle ça un locus, pas de septum complet, pas de composante solide. C'est la boule, toute simple, c'est la bille. L'uniloculaire solide, un locus, pas de septum complet, mais une composante solide. Ça peut être la moitié de la masse, inférieure à la moitié de la masse, pardon. Ça peut être une projection papillaire ou non, etc. Ou ça peut être une série de projections papillaires. Ça s'appelle un uniloculaire solide. Et puis vous avez le multiloculaire, là où vous avez plus de 2 loci et au moins un septum complet. Vous comprenez, en fait, l'idée. Le multiloculaire, en fait, c'est une espèce de grosse masse liquidienne avec, dans cette masse liquidienne, des petites structures incluses qui sont comme s'il y avait des kystes à l'intérieur d'un gros kyste. Et il n'y a pas de composante solide, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une végétation ou une papillarité de plus de 3 mm, égale ou plus de 3 mm. Et puis la composante, le multiloculaire solide, c'est au moins un septum complet, et puis au moins une composante solide, c'est-à-dire une projection papillaire ou pas, ça peut être une masse qui est totalement solide à l'intérieur d'un des loci. Enfin, les masses solides, la dernière catégorie, les masses solides, ce sont des lésions où les composantes solides représentent au moins 80% de la tumeur sur un plan de coupe 2D. En 3D, c'est exactement la même chose. Donc on est devant vraiment des masses tissulaires qui prennent le Doppler avec des vacuoles liquidiennes, mais l'essentiel, c'est du tissu. Voilà un exemple de masse solide qui peut contenir également des projections papillaires. Et ces projections papillaires, on va les retrouver dans la portion liquidienne, dans la portion liquidienne, dans ces petites logettes liquidiennes de la tumeur. Donc vous voyez, c'est cette grosse masse solide qui est bien définie, là, avec des contours assez nets, des vaisseaux en pagaille dans cette structure, surtout chez les femmes âgées post-ménopausiques, et puis à l'intérieur, ces petites images de papillarité. Que voilà, avec cette jolie flèche jaune. Pourquoi parler de tout ça? Parce que là, en filigrane et en permanence dans nos dépistages et dans nos consultations, eh bien, on a toujours ce tableau en tête. Le type de tumeur va déterminer le pourcentage de malignité. Lorsqu'on est devant un kyste de type uniloculaire, on a 0,6% de malignité, ce qui n'est rien. Dans les uniloculaires solides, on passe à 33%. Et vous voyez que dans le solide, on est à 62% de malignité. Donc retenez bien ce tableau, parce que le type de tumeur et la façon dont vous allez qualifier cette masse, après l'avoir analysée avec les critères qu'on va voir, va déterminer évidemment la suite de la chaîne diagnostique et thérapeutique. Ensuite, parlons du contenu. Le contenu, c'est l'échogénicité. Donc il faut un appareil bien réglé. On pourra en parler avec Grégoire si vous avez des questions techniques. Un appareil bien réglé pour ne pas parasiter l'image. Et puis, évidemment, parler d'anéchogénicité. Donc un kyste peut être anéchogène ou hypoéchogène avec ce fin piqueté que vous avez vu tout à l'heure sur les kystes d'endométriose. Et puis, il peut y avoir des images de type hémorragique. Et là, c'est tellement caractéristique que dans notre lexique,
on peut utiliser ce terme en échographie d'hémorragique. Personne ne peut vous critiquer si vous dites que ce contenu kystique est échogène et de type hémorragique. Le ver dépoli, on l'appelle comme ça, c'est ce fin piqueté hyperéchogène du kyste d'endométriose, ça l'évoque immédiatement. Et puis le contenu mixte de type dermoïde, là aussi, c'est quand même quelque chose d'acquis dans les tumeurs bénignes. Vous avez le droit, et absolument, c'est tout à fait légitime dans votre conclusion d'examen, de dire ce kyste a un contenu de type mixte dermoïde, et vous le décrivez. Il y a un locus totalement hyperéchogène, il y a des images qui évoquent une structure lipomateuse, de la graisse, à gauche de la tumeur, de la photo de gauche. Vous avez ces masses très blanches à l'intérieur d'un fin piqueté hyperéchogène comme à droite. On est dans un phénotype caractéristique de tumeur mixte, mais dermoïde. Et puis, vous avez les mix de type abcès. Alors c'est une masse beaucoup plus importante, beaucoup plus grosse, en général qui prend la trompe avec l'ovaire. Vous voyez, là on l'a déterminé avec ces points en mode vocal, et ça permet d'en calculer le volume. D'ailleurs, si on veut le ponctionner et voir ensuite ce qui reste, n'hésitez pas à utiliser le mode 3D et le mode vocal dans ces cas-là, pour avoir un volume. Et vous voyez que ici, on a une structure où la sémiologie échographique est très différente de la structure précédente. On peut l'appeler un contenu kystique dont l'échogénicité évoque un contenu d'abcès mixte. C'est très important. C'est un contenu mixte évoquant un abcès. L'ombre acoustique, maintenant. C'est derrière la projection papillaire, c'est focalisé. C'est le plus souvent dermoïde quand c'est focalisé, ou alors ça peut être diffus dans les fibromes ovariens. On va revenir sur les fibromes ovariens tout à l'heure. Enfin, l'acide. Je rappelle que l'acide, ce n'est pas le liquide que vous trouvez dans le cul-de-sac de Douglas couramment chez 10 à 15% de vos patientes. C'est un liquide qui se situe en dehors du cul-de-sac de Douglas et dans l'abdomen. Et puis, ce Doppler qui est très important, c'est le score colorimétrique, score de 1 à 4, avec la vascularisation intense, qui est un score de 4. Le score de 1, c'est un score où il n'y a pas de vaisseau. C'est semi-quantitatif, il n'y a pour l'instant aucun logiciel qui permet de quantifier la vascularisation d'une tumeur. C'est donc semi-objectif, c'est l'échographiste qui, se référant à une masse tissulaire de référence, par exemple le corps jaune, et la périphérie du corps jaune, se dit, tiens, là, c'est une vascularisation intense, comme un corps jaune, par exemple. Cette dame a 70 ans, c'est tout à fait pathologique d'avoir un score colorimétrique de 4 chez cette femme. Et puis, il y a la biométrie, parce que la biométrie va rentrer dans les critères d'analyse de la tumeur. Je vous montrerai tout à l'heure les cut-offs des mesures. Les mesures se font sur 3 diamètres orthogonaux, dont l'un qui est essentiel, qui est pris en compte dans le IOTA, c'est la dimension maximale du kyste. Donc voilà, sur ces petites flèches jaunes et rouges, vous voyez donc comment on prend les 3 diamètres à partir d'une coupe triplan. Voilà, sur une masse solide, on fait la même chose et on prend la mesure maximum qui, je vous répète, est la seule mesure que l'on prendra en compte. Alors maintenant, venons-en à ce calcul IOTA. C'est donc un modèle mathématique de régression logistique qui permet d'estimer le risque qu'une masse annexielle est maligne, donc qu'une masse annexielle, évidemment, peut être bénigne. C'est là-dessus aussi qu'on se base. Alors, en 2008, les premiers modèles qui sont sortis, le LR1, avait une sensibilité de 92% et une spécificité de 87%, utilisait beaucoup de critères. Il y avait l'âge, la présence d'acide, de papillarité, le diamètre maximum de la composante solide de la tumeur, la présence d'acoustic shadow, de cônes d'ombre, le diamètre maximum, l'histoire personnelle de la patiente, etc. Il y avait quand même beaucoup de critères utilisés. Vous voyez, je vous ai montré au centre un modèle chez une patiente qui avait
qui avait donc un diamètre maximum de 76 mm, une histoire familiale de cancer de l'ovaire, et puis elle utilisait un traitement hormonal, elle avait des douleurs abdominales, la tumeur était solide, on arrive sur vous voyez, un calcul de 91% de risque de cancer. Le IOTA a déterminé le LR2, qui est beaucoup plus simple, qui a été validé de façon prospective en externe, avec des performances qui sont proches de l'évaluation par un expert en échographie. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne tous, que en fait, tous ces modèles mathématiques qui s'appuient sur non seulement l'âge et les antécédents de la patiente, mais surtout ce que l'on est capable d'analyser en échographie, tous ces modèles mathématiques nous permettent à nous, échographistes de base, d'avoir une évaluation proche d'un expert en échographie qui, lui, d'instinct, c'est-à-dire vous lui montrez une image de masse, il vous dira « Tiens, c'est bénin. Tiens, c'est malin. Tiens, ça, c'est un kyste. » Il va vous donner le nom du kyste. Eh bien, c'est pour transformer finalement, nous, échographistes de base, de dépistage, en experts en échographie. Donc, regardez, là, il n'y a pas grand-chose. Il y a l'âge de la patiente, la présence ou pas d'acide, la présence de papillarité, avec un flux Doppler détectable, le diamètre maximum de la structure solide. C'est ça qui est très important, beaucoup plus que le diamètre maximum de la tumeur elle-même. Donc une tumeur bénigne qui vous paraît d'allure bénigne, mais avec un diamètre important de la masse solide, elle va basculer vers le malin. Là, vous voyez que le seul critère qu'on a pu cocher, c'est un kyste un peu irrégulier. Il n'y avait absolument pas de composante solide, donc il n'y avait que 11% de risque. Et puis, on arrive sur le dernier calcul mathématique, qui est le IOTA de 2014, qui est un outil beaucoup plus élaboré, qui a repris les données de 6000 femmes qui ont été recrutées dans les 24 centres et 10 pays différents d'Europe, et qui vont permettre de pouvoir classer une tumeur. Et là, c'est quand même extrêmement chouette de pouvoir estimer si c'est bénin, borderline, invasif ou secondairement métastatique. Et nous verrons dans le prochain webinaire toutes les images de métastases que l'on peut trouver dans l'ovaire. Mais continuons sur ce modèle annexe. En 2014, 3 variables cliniques sont utilisées: l'âge, le centre de dépistage, de prise en charge, c'est-à-dire est-ce que cette patiente a été envoyée par un centre spécialisé en cancérologie ou si c'est le médecin traitant qui l'envoie, et le CA125. Enfin, 6 variables échographiques ont été prises en compte, en particulier le diamètre maximum, toujours pareil, le diamètre maximum de la lésion, le diamètre maximum de la partie la plus solide, la plus tissulaire, l'existence de plus de 10 locules, le nombre de papillarités, évidemment les acoustiques shadow toujours, et puis la présence ou pas d'acide. Ils ont rajouté dans ce modèle annexe le CA125 et ils ont supprimé le Doppler, ce qui me paraît extrêmement critiquable. C'est pour ça que j'utilise beaucoup plus régulièrement le LR2 couplé éventuellement au ROMA plutôt que ce modèle-là, qui est pourtant extrêmement intéressant pour les tumeurs borderline. Alors, continuons dans le bénin. Eh bien, les tumeurs bénignes, vous avez les 5 critères que je vous ai dit. On va maintenant les codifier encore un peu plus. Kyste uniloculaire simple, c'est le B1. Il y a une présence d'une partie solide avec un diamètre en dessous de 7 mm. On est dans le B2, deuxième critère bénin. Des acoustiques shadow dans le troisième. Le B4, c'est une tumeur régulière multicloisonnée avec un diamètre maximum en dessous de 100 mm. Vous voyez, le IOTA est très large. Ce n'est pas des tumeurs de 5 cm. On va jusqu'à 100 mm. C'est-à-dire, on est au bout de notre sonde vaginale. On va prendre une sonde abdominale pour travailler, pour aller voir un peu plus haut. Et puis, le 5e critère, c'est un critère de
Doppler, il n'y a pas de couleur, on est dans le score 1. Alors ça, vous le trouverez sur le site sur le site de l'école 3D. C'est le IOTA donc de 2016 que j'avais refait avec l'école 3D et l'équipe de Timmerman. Donc c'était un poster que nous avions fait en commun il y a 4 ans, de façon à pouvoir faire rentrer la notion d'éco 3D et de surfaçage, et on va en voir pas mal là, dans les 20 dernières minutes, de surfaçage de la structure interne qui me paraît importante. Donc, le B1 uniloculaire, vous voyez que le B1, on est à 99% de spécificité. Vous avez le B2, le B3, le B4, etc. On vient de les voir. Donc, vous retrouvez ça sur le poster. Le critère uniloculaire, vous voyez que cette image, qui est une image de surfaçage de la structure interne avec l'éclairage tout à fait caractéristique que l'on peut avoir sur ces machines, nous permet de faire de la kystoscopie virtuelle, c'est-à-dire de l'éco-kystoscopie. Et on voit très bien que dans cette écoscopie du kyste, il n'y a absolument aucune anomalie. C'est exactement ce qu'on voit à l'œil en célioscopie. Voilà une coupe biplan, donc on est en mode triplan avec le plan C et le plan A. Vous pouvez voir donc un kyste uniloculaire simple, sans papillarité de la paroi interne, et c'est conforté par le mode HD Live, qui donne un excellent rendu de la spélice de la structure interne de la poche kystique. Donc n'hésitez pas à rechercher les moindres petites papillarités grâce à ce mode qui va inclure l'ensemble du volume de la tumeur. Et c'est parfois intéressant de revenir sur ce volume, car l'œil, parfois, n'a pas tout intégré au départ. Voilà un autre kyste que je prénomme là aussi bénin. Il a pourtant de petites structures de locus, vous voyez, mais en fait, c'est pas du tout inquiétant, c'est extrêmement fin, et ça peut être tout à fait, par exemple, des petits cumulus très hydropiques dans un kyste fonctionnel. D'ailleurs, vous voyez, je trouve que le mode transparence nous permet de visualiser parfaitement cette structure de locus. C'est un kyste, là on est vraiment dans le kyste uniloculaire bénin, et ça m'évoque quand même l'emplacement d'un cumulus oophorus, mais d'un cumulus très hydropique, donc tout à fait anormal. Le kyste fonctionnel peut également comporter dans sa structure interne un cumulus kystique fonctionnel. Donc la même masse présumée bénigne, évidemment, en célioscopie aussi. Et l'intérêt, évidemment, de cette célioscopie, qu'on fait très rarement, on pourra évoquer éventuellement des indications chirurgicales, l'intérêt, évidemment, c'est là aussi de vérifier sur ces très gros kystes qui sont symptomatiques, l'absence de végétation externe. Voilà d'autres images. Le deuxième critère, c'est la présence d'une composante solide dont le diamètre est inférieur à 7 mm, et vous voyez que l'image à droite est extrêmement intéressante parce que c'est exactement là aussi une kystoscopie, et on se rend bien compte de l'aspect très lisse de la paroi du locus, et puis de cette image solide toute petite. Là, le B3, la présence d'ombre acoustique, donc vous voyez à droite c'est une sonde vaginale, et au-dessus vous voyez l'ombre acoustique au-dessus de cette image très blanche d'absorption par ces images de pilosité. Le B4, c'est un kyste multiloculaire lisse de moins de 10 cm. Je vous répète encore, c'est moins de 10 cm à 90 mm. On est encore dans un critère de bénignité, à partir du moment où vous n'avez absolument pas d'image de végétation supérieure à 7 mm. Regardez, là vous êtes dans un B4 avec cette image en HDLI en mode transparence à gauche qui nous permet de conforter l'image de droite et qui nous montre l'absence totale de végétation ou de masse solide. Enfin, B5, c'est la vascularité. Ici, on est dans une masse, c'est la même que la précédente. On met le Doppler, on ne trouve pas de vaisseau dans la structure de la papillarité, qui fait de toute façon moins de 7 mm.
Vous voyez, on a donc un B4 plus un B5, on est dans la bénignité complète. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que en 2016, dans l'American Journal, et vous pouvez le retrouver, donc avril 2016, essayez de trouver cette bibliographie sur Internet. Ce tableau résume parfaitement la chose. En vert, la première ligne, il n'y a aucun critère malin, mais il y a plus de 2 critères bénins, je viens de vous les montrer. On est dans un risque très bas de bénignité. On va passer à l'extrême. Il y a plus de critères malins que de critères bénins. C'est-à-dire tous les critères bénins que je vous ai montrés. Eh bien, on est dans un risque, dans un très haut risque. Et puis, il y a le risque intermédiaire. Ça, c'est important. On s'arrête une minute dessus. Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères malins. Et il y a un critère bénin qui est présent. Mais ce n'est pas le B1. Ça peut être un B2, un B3, un B4. Et là, on se dit, il faut peut-être aller plus loin. On est évidemment dans un calcul de bénignité, mais un risque intermédiaire, on va demander une IRM. Là, c'est peut-être l'indication, la seule indication, vous voyez, hors du B1, hors du kyste unioculaire, l'indication de l'IRM dans les masses bénignes. Maintenant, la cartographie du Doppler, vous voyez, elle n'est pas spécifique, mais n'empêche que on est dans le fonctionnel. Le kyste du corps jaune, on a un indice Doppler extrêmement fort. Ça entoure, ça contourne l'image. Dans les kystes d'endométriose, il n'y en a pas. Donc, dans les tumeurs bénignes, c'est en général soit minimum, mais ça peut être extrêmement fort aussi dans les septa et les parois. Donc, vous voyez, il n'y a pas trop de spécificité là-dessus. C'est très fort dans l'abcès tubo-ovarien qu'il ne faut pas prendre pour une tumeur bénigne, et c'est extrêmement fort dans les cancers de l'ovaire, en particulier chez femmes ménopausées. Donc vous voyez, il y a peu de spécificité, mais en tout cas, dans les kystes simples, bénins en général, on est quand même vraiment dans la cartographie minimale du Doppler. Je vais vous montrer quelques images de reconstruction pour vous donner des exemples de kystes. Là, c'est un kyste séreux. Reconstruction d'une masse multikystique de 4 loci, 3 septa, pas de végétation et une vascularisation très faible. Un cystadénome de l'ovaire, une tumeur mucineuse de type bénin, vous voyez. Donc il y a des fines cloisons, il n'y a pas de végétation, il y a au moins 10 loci. Regardez, encore une tumeur mucineuse bénigne, c'est pareil, analysez, on va prendre 30 secondes là. Vous l'analysez. La taille maximum, elle est de 6 cm. Nombreux septa, nombreux loci, supérieur à 10. Une vascularisation de 3 sur 4. Il n'y a pas de grosse masse solide. On n'est que devant des septa et des loci. C'est une tumeur qu'on va orienter vers le bénin. Et il se trouvait qu'à l'intervention, bien sûr, elle va être opérée. C'est une tumeur mucineuse. Voilà, très très rapidement, une jeune fille de 14 ans, simplement pour vous dire que la voie abdominale, elle serre. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Chez cette jeune fille qui vient aux urgences pour des douleurs abdominales aiguës et qu'on nous envoie pour ces douleurs, on lui fait une échographie, on retrouve cette masse importante, vous voyez, et avec un risque de malignité de 9% dans le iota. Et pourtant, regardez bien l'image en bas à gauche, il y a ce critère qui est tout à fait bénin et qui va nous orienter vers le kyste dermoïde de ce noyau blanc avec ce cône d'ombre. Donc on lui a fait une ovariectomie partielle à cause des douleurs et de la torsion. C'était un kyste dermoïde, bien sûr. Alors nous allons terminer ce webinaire par des tumeurs plus rares, mais dont je voulais vous parler parce qu'elles font partie des tumeurs bénignes. Vous verrez, lors du prochain webinaire, on parlera de ce type de tumeurs qui sont des tumeurs non épithéliales et qui sont malignes ou à fort degré de malignité comme les granulosas, etc. Mais là, je vais vous parler des tumeurs bénignes, et en particulier de celle-là qu'il faut connaître, c'est la tumeur stromale pure. Cette tumeur, elle apparaît comme une tumeur solide, avec des échos très hétérogènes, et une très importante vascularisation. Vous voyez, si on regarde l'image de gauche, on peut passer à côté de quelque chose de parfaitement banal, un gros ovaire. Si vous mettez le Doppler, ça attire l'œil, c'est une vascularisation complètement désorganisée, anarchique. Eh bien,
une tumeur maligne avait été suspectée en préopératoire. Il s'agissait d'une tumeur stromale pure. Voilà un autre cas de tumeur stromale pure associée à des signes de thyréotoxicose. Donc c'est une patiente qui avait des signes de thyréotoxicose et on lui fait une échographie pelvienne et abdominale et on tombe sur cette tumeur solide hétérogène, des petits kystes anéchogènes, ce sont des vacuoles. Il y a une tumeur faiblement vascularisée, mais il y a quand même un vaisseau central. On pose un diagnostic évidemment de suspicion de malignité. C'était une tumeur stromale pure. Lorsqu'on fait la bibliographie là-dessus, il y a un seul critère qui est retrouvé et qui paraît spécifique à ces tumeurs, c'est ces stromaperles, on les a appelées des perles, qui sont associées à une image kystique. Donc vous voyez une masse assez liquidienne, kystique, et puis cette petite structure très régulière, hypericogène, c'est une perle avec, vous voyez, de jolies couleurs de Doppler. Eh bien, ça, c'est le signe très rassurant que l'on se trouve devant ces tumeurs rares qui sont des tumeurs stromales pures. Voilà 2 tumeurs qui ont été classées bénignes avant l'intervention et qui sont l'association de ces tumeurs stromales pures, de kystes et de stromaperles. Voilà encore une autre image de tumeur stromale pure d'expression multiloculaire. Elle est solide. C'est une masse solide selon la définition qu'on vient de voir. Celle-là a été classée, ces deux-là, hein, celle à gauche et celle en bas à droite, elles ont été classées malignes en préopératoire. C'est normal. Elles sont grosses, plus de 10 cm. Elles sont d'expression solide. Malgré le peu de vaisseaux, on ne trouve pas de stromaperles. C'était des tumeurs multiloculaires. Enfin, pour conclure, passons à ces images de fibromes que l'on peut retrouver dans les ovaires. Ces fibromes prennent toutes les formes d'imagerie. C'est tissulaire, c'est vasculaire ou pas vasculaire, c'est très homogène ou porteur de petites vacuoles, et c'est parfois extrêmement multiloculé. Donc vous voyez, vous pouvez avoir tous les signes du iota dans la même famille des fibrothécomes, avec également toutes les classes Doppler retrouvées dans les fibromes et les fibrothécomes. Pas de flux, ou un flux minimal, ou un flux modéré, ou un flux abondant. Voilà une masse tissulaire ronde de 50 mm de diamètre. C'est une masse solide, selon le iota, pas de vascularisation, un aspect feuilleté. On la classe comme maligne, on lui fait une annexectomie bilatérale vu son âge, et il s'agissait d'un fibrothécome sur l'ovaire droit. Voilà un autre fibrothécome de 52 sur 49 mm, vous voyez, une grosse masse de 52 mm, solide, vascularisé moyen, moi je dirais 2 selon la classification iota. On fait un score iota sans le CA125, on était à 50% de malignité, on fait une annexectomie bilatérale chez cette patiente âgée également, et on se retrouve sur un fibrothécome cellulaire de 13 cm sans aucun signe de malignité, vous voyez. Donc, masse solide, retenez ça, avec une vascularité relativement faible. Voilà d'autres fibromes ovariens, là aussi, de plus petite taille, qui ont là aussi été opérés. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ce formidable topo. On va passer sur la partie questions-réponses. Donc pas mal de questions qui ont été posées pendant le webinaire. Donc on a vu l'importance de l'algorithme IOTA, des différents algorithmes IOTA, le IOTA LR2, IOTA AdNext, IOTA Simple Rules, dont un poster a été sorti justement, qui permet de bien classifier les tumeurs bénignes des tumeurs malignes. Est-ce que le IOTA est suffisant? Une question très intéressante. Est-ce que les critères IOTA sont suffisants pour classer une tumeur bénigne chez une patiente à risque majoré de tumeurs de l'ovaire, notamment des mutations BRCA? Ouais, c'est une question extrêmement intéressante. L'échographie
chez ces patientes à antécédents, l'échographie va être l'examen de base. Et effectivement, je réponds à mon collègue ou à ma collègue que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que à partir du moment où on va trouver une masse bénigne, en dehors du B1, en dehors du B1, il est bien entendu qu'on est sur un uniloculaire simple, on ne va pas se lancer dans l'artillerie lourde. Mais en dehors du B1, c'est sûr qu'on va faire un test trauma, par exemple. On va faire la Che4, le CA125. Ouais. Okay. Très bien. Donc ça va être aussi, ça dépend du nombre de critères qui sont inclus sur la caractérisation de la bénignité. Ben, c'est ce que j'ai dit dans le topo, c'est-à-dire que à partir de, en dehors du B1, B2, B3, B4, et s'il n'y a pas de critères malins, on va aller plus loin. Et en particulier, bon, je vous parlais du test trauma, mais on va pouvoir aussi faire une IRM. La complémentarité avec la biologie. Bien sûr, la biologie plus l'IRM dans les cas d'incertitude. Alors, justement, à propos de HE4, chez une femme non ménopausée, les dosages des marqueurs tumoraux sont-ils nécessaires, notamment HE4 ? Oui, justement, on vient d'en parler. Je pense que effectivement, on était dans le cas là d'une patiente qui avait des antécédents familiaux, avec une génétique qui a été identifiée. Bien sûr qu'il faut faire la Che4, bien sûr. Bien sûr. C'est pas du luxe. Quelles sont les indications d'abstention thérapeutique pour les lésions ovariennes ? Alors, l'abstention thérapeutique, c'est un vaste sujet parce que la thérapeutique, ça peut être soit hormonale, soit chirurgicale. Et puis, ça dépend de la symptomatologie de la patiente. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une attitude offensive par rapport à un kyste de type B1, uniloculaire simple, ou même un petit dermoïde, ou même un endométriome. On ne va pas avoir d'attitude offensive chez une femme qui n'a aucun signe de douleur ou d'intolérance, et puis qui cherche à être enceinte. On ne va surtout pas faire un geste agressif chirurgical sur l'ovaire. Donc, je pense que ça dépend de ça. Par exemple, on va prendre le cas inverse. Une patiente qui a, on va dire, 55 ans, qui a une grosse masse solide, comme je vous ai montré dans les dernières images, et qui a des douleurs chroniques, finalement de subtorsion. On a peur d'une torsion sur une masse de... On a peur d'abord d'une torsion, puis on a surtout peur du diagnostic. Donc là, oui, ça va être chirurgical. Mais voilà, ça dépend de la symptomatologie et de l'aspect fonctionnel ou pas. Une masse... Je crois qu'il faut dire simplement, il faut se dire que toutes les patientes en activité génitale qui désirent des grossesses, on doit respecter de façon absolument obsessionnelle les ovaires, donc mettre de côté tous les arguments de la bénignité avant de décider de faire une cœlioscopie, de faire une exérèse. Parce que chaque fois qu'on va enlever une masse ovarienne, on va enlever une réserve folliculaire. Merci beaucoup. Tu parlais souvent de triplan, de plan C. Donc tu utilises beaucoup l'imagerie volumique pour caractériser dans l'espace les lésions, quelles qu'elles soient. Donc c'est systématique. Tu fais un volume sur chacune des lésions. Pourquoi ? Pour en apprécier sa localisation, sa conformation, sa taille, son volume. C'est pourquoi Alors, taille et volume, c'est sûr que ça permet de donner une biométrie plus complète, mais c'est pas pour ça, c'est pas l'aspect principal. Je trouve que je fais plus confiance à mon œil dans un plan C, par exemple, ou dans un plan A ou dans un plan B, que je vais refaire en translation, en mode translation, qu'au balayage 2D que je vais faire avant. C'est-à-dire que à chaque fois que je suis confronté à une masse ovarienne, je vais prendre un volume, c'est comme ça. Et tout en continuant l'examen, c'est-à-dire la sonde est encore en place, bien sûr, je vais tout de suite, donc le volume est pris immédiatement. De toute façon, il faut avoir... Alors, ayez tous le réflexe de prendre des volumes, des masses ovariennes, de l'utérus, etc., parce que vous pourrez retravailler après si vous vous posez une question qui vous est pas venue. Mais en tout cas, moi, pendant l'examen de la patiente, en live, complètement en live, je vais reprendre ma translation, je vais reprendre le plan C et je vais faire un aller-retour pour voir si j'ai pas oublié des végétations. Et je trouve que le fait de prendre son temps comme ça pendant
quelques secondes, 3, 4, 5 secondes, en plus de l'œil 2D, c'est fondamental. Oui, puis sur des plans auxquels on n'a pas accès. Voilà, c'est fondamental. On a un plan reconstruit, toutes les informations sont dans le volume, tout est dedans, donc on n'a plus qu'à regarder, quoi. Très bien. Au niveau, on voit l'importance d'un bon réglage Doppler, notamment pour voir toutes les microvascularisations de ces éventuelles masses qui peuvent être tumorales. Au niveau des réglages, quels sont les réglages auxquels tu fais attention? Écoute, je crois que tu vas nous répondre là-dessus de façon beaucoup plus technique que moi. Moi, je fais très attention, c'est sûr, on fait très attention à pas parasiter l'image. On est toujours entre la limite du parasite et de la meilleure sensibilité. Ouais, tout à fait. Tu vois, on sera à 0,6 kHz, je pense, dans l'ovaire, c'est parfait. Puis on va diminuer la puissance, on va travailler sur la puissance, le gain. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'être à cette limite de l'information et de la sensibilité, c'est-à-dire qu'on va baisser la PRF au maximum. Donc tu parles effectivement en kHz à 0,6 kHz. Je pense qu'effectivement en 5-6 cm par seconde, on est sur un seuil suffisamment bas pour capter des microvascularisations caractéristiques, que ce soit en Doppler couleur ou HD flow, tous ces Dopplers très sensibles. On peut tomber à 5-6 cm par seconde, et déjà là, on aura un très bon seuillage de réglage Doppler. Ce qui est important aussi, parce qu'il y avait une autre question sur les réglages, comment optimiser les réglages sur l'analyse tissulaire. Donc on est plutôt sur l'image 2D de base, qui fait vraiment c'est une grande partie du diagnostic, et même quand on va faire l'imagerie volumique, la base reste le 2D. Donc comment optimiser le 2D? Donc il y avait une question aussi sur cela, c'est ne pas hésiter à toujours avoir ce même réflexe de réduire la zone d'intérêt à la juste zone qui vous intéresse, de votre champ d'exploration doit se réduire à votre zone d'intérêt. C'est-à-dire que vous allez réduire votre angle, réduire votre profondeur, et toujours travailler avec la fréquence la plus élevée possible. Quelle que soit la sonde que vous utilisez, commencez toujours avec la sonde la plus haute fréquence, et éventuellement décliner les fréquences si vous avez besoin de chercher l'information un peu plus en distalité, de par un positionnement de la zone qui est un petit peu plus profonde et donc un peu moins accessible aux ultrasons. Baissez la fréquence pour accéder, mais travaillez toujours avec la fréquence la plus élevée possible pour être sur l'élément le plus caractéristique d'un point de vue sémiologique. Donc pour bien voir les petites végétations, bien voir le côté anéchogène strict d'un kyste, et bien voir que c'est pas en verre dépoli, qu'il n'y a pas de la fibrine ou de contenu hémorragique. Si vous n'avez pas une fréquence qui est bien réglée, un gain qui est trop haut, vous pourrez créer un faux contenu, alors que juste vous allez coder des fines particules en suspension. Donc c'est très important d'être sur la fréquence la plus élevée, d'avoir un bon seuillage de gain pour bien respecter ces sémiologies-là. On a fini le webinaire pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Merci Jean-Marc pour ces réponses. Le replay du webinaire sera prochainement disponible sur le volutionclub.net, où vous pouvez dès à présent retrouver l'ensemble de nos webinars, les webinars que nous avons pu faire jusqu'à présent, et les webinars que nous faisons depuis 2020 sont maintenant disponibles sur le Volution Club. Donc je vous invite à aller sur volutionclub.net pour y accéder. Également, la possibilité d'accéder à nos posters, nos différents posters en gynéco et en obstétrique. Vous allez pouvoir retrouver notamment le poster dédié au IOTA que nous avons. Autre chose très intéressante, c'est que les algorithmes IOTA sont disponibles. Donc là, Jean-Marc vous a montré des captures d'une application pour téléphone pour le IOTA LR2. Ces algorithmes sont disponibles dans la plupart des échographes Voluson dont vous pouvez disposer dans votre pratique clinique. Donc n'hésitez pas à les regarder dans les rapports des examens en gynéco. Vous allez pouvoir rentrer les différents critères et ainsi avoir le risque de tumeur, de risque de bénignité, ou de malignité plutôt, inhérent à la lésion dont vous allez rentrer les différents critères. Prochain rendez-vous, c'est encore un webinar, le 3e épisode de cette série qui aura lieu le 8 juillet, toujours en compagnie du docteur Jean-Marc Levaillant. Donc nous allons aborder dans cette partie 3 les tumeurs malignes. Et les borderline aussi. Et borderline. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je remercie encore très chaleureusement le docteur Levaillant pour nous aider et nous permettre de faire ces webinars à votre attention.
Merci Jean-Marc. Je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Et je laisse le dernier mot à Jean-Marc. Ben, merci à tous et puis ravi de vous avoir rencontré dans le cadre de ce webinaire, puisque on est un peu confiné encore et ça fait plaisir de pouvoir échanger grâce à Génération Électrique sur la toile. Merci à vous et ne ratez pas le 8 juillet. Hein.